Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence avec la thématique de l'industrie du contenu, de l'interactivité, des applications mobiles, et puis pour savoir un petit peu comment les équipes techniques, comment les équipes travaillent justement avec les techniciens. Donc moi je vais co-animer cette conférence avec Ilan Urose. Je suis Sophie Agulon et je dirige Qualibri Event qui est une agence d'événementiel. Ilan, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Ilan Rose, bonjour à toutes et tous. Délégué général du cluster des industries créatives et numériques en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous fédérons l'ensemble des acteurs de la création sous toutes ses formes, de l'audiovisuel au jeu vidéo en passant par le tourisme, c'était la session d'avant, le cinéma, les contenus vidéo, mais aussi numérique, applicatif. Nous allons vous présenter nos 3 intervenants du jour qui sont très spécialisé dans les industries du contenu, avec Mathieu Rosière, dirigeant de Black Euphoria, une société de création et de production de contenu aussi bien numérique, audiovisuel que audiovisuel de commande. Marianne Carpentier qui dirige Newen Studio à Marseille, le studio de motion capture. Elle va nous en dire 2 mots, mais pas que, studio virtuel également. Olivier Marchetti, dirigeant de Provence Studio à Martigues, une interface globale pour toute une série de tournages, aussi bien indoor que outdoor, avec énormément d'acteurs autour qui apportent du service. Alors Olivier, est-ce que nous pouvons commencer par vous et justement nous aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'industrie du contenu justement ? Merci. Donc déjà, je veux présenter un petit peu Provence Studio. Provence Studio est situé au cœur de la métropole sur la commune de Martigues, donc à peu près 35 minutes d'ici. C'est un site qui fait 22 hectares, 26 000 m2 d'anciens entrepôts logistiques que nous sommes en train de reconvertir en studio de toute taille et de tout type, et avec une possibilité à l'extérieur, donc avec dans quelques semaines une création de backlot à l'extérieur pour pouvoir accueillir des tournages. Donc nous, notre job, c'est d'accueillir des productions de toute taille, que ce soit de la web série, de la série, du cinéma ou vraiment des blockbusters internationaux. Aujourd'hui, si on parle du focus de l'emploi, puisque je pense que c'est vraiment ça, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il y a une vraie interrogation de la part des producteurs de dire, si je viens tourner sur ce territoire-là, est-ce que je suis capable de mobiliser un nombre important d'intermittents de tout type. C'est vraiment une grosse problématique, une grosse question. Donc aujourd'hui, nous, on le répond clairement oui. On a aujourd'hui toutes les personnes qui sont formées sur le territoire en nombre suffisant. On peut aussi développer la formation pour en créer d'autres, mais c'est une vraie problématique et surtout pour des productions internationales. On était il n'y a pas longtemps aux États-Unis, les personnes étaient persuadées que s'ils venaient tourner dans le sud de la France, il fallait amener toutes les équipes, puisqu'ici on était carrément un désert au niveau des intermittents. Donc tout ça, c'est notre job, c'est d'essayer de mettre toutes les conditions pour pouvoir recevoir des productions et même des grosses productions, c'est-à-dire on a eu une demande qui s'est malheureusement pas réalisée, mais où ils demandaient 300 constructeurs, 300 ébénistes pour faire un énorme décor. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce type d'enjeu qu'on doit développer, mais il n'y a pas que des constructeurs, il y a aussi tous les autres techniciens, et ça aujourd'hui, on est vraiment très actifs sur ça, sur la formation, sur le recensement, pour essayer de créer une vraie base pour pouvoir rassurer les producteurs, pour leur dire, écoutez, venez ici, vous trouverez sur place tous les personnels compétents et en nombre suffisant pour faire vos opérations. Bonjour, Mathieu Rosière, je dirige Black Euphoria. Black Euphoria, on est une société de production, on crée du contenu pour des marques aujourd'hui. Des marques très variées. On fait aussi bien des films pour le Ritz que des films pour Sofitel, que des films pour l'Agence française de développement. Donc on a toute une activité comme ça en direct avec des grandes marques, et à côté de ça, je dirige aussi une société qui s'appelle Dark Euphoria, qui est une société de création de contenu pour la télévision, où là on développe aussi bien des programmes de flux que des programmes de stock, avec un gros penchant pour les nouvelles technologies. On travaille en réalité virtuelle, en réalité augmentée, en motion capture.
Donc voilà. Alors nous, moi, la manière que j'ai d'appréhender l'emploi dans la création de contenu, c'est relativement simple. Pour moi, il y a deux grands types de profils en création originale. Il y a les polyvalents, qui sont des traits d'union, et il y a les experts. On a besoin des deux. Aujourd'hui, au sein de ma société de production, moi j'ai des gens très très différents. J'ai des gens qui sont ethnologues, j'ai des gens qui ont un profil plutôt Sciences Po CELSA, j'ai des gens qui viennent d'écoles d'art. Donc il n'y a pas un profil type. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi j'ai besoin, pour les gens qui sont en interne, de gens qui soient capables de maîtriser aussi bien une dimension d'écriture qu'une dimension de management de talent, qu'une dimension financière. Voilà. Donc eux, c'est ceux que j'appelle les polyvalents, les traits d'union. Et à côté de ça, on a besoin d'experts. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la spécialisation, avec la démocratisation des outils de production, aujourd'hui, tout le monde peut être producteur, tout le monde peut être réalisateur, et que du coup, ça commence à se transformer en guerre sauvage de tous contre tous, et que le moyen de s'en sortir comme ça, sans qu'il y ait un problème de création de valeur pour les gens qui sont des créatifs, c'est de se spécialiser dans une niche. Sinon, c'est très compliqué. Voilà. Donc, voilà, c'est deux grands types de profils aujourd'hui qu'on est en recherche. Donc, on cherchera quelqu'un qui sera spécialiste de la VR, quelqu'un qui sera spécialiste de l'écriture, de shortcom, voilà, des grands spécialistes comme ça ou des polyvalents. Bonjour, Marianne Carpentier. Donc moi, je m'occupe de la direction du développement de Studio Post & Prod, qui est l'entité qui regroupe tous les moyens techniques du groupe Newen. Donc le groupe Newen, vous en avez une grosse partie ici. C'est un des 3 premiers groupes audiovisuels français qui regroupe 3 grosses entités que sont Tel France, qui produit entre autres Plus belle la vie, mais aussi des séries comme Nina qui est à l'antenne en ce moment, ou Cassandre. 17 juin Média qui produit des magazines pour la télé scientifiques, médicaux, comme les magazines avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Et puis Kappa Drama qui produit donc Braco, Versailles, Kappa Presse et Kappa Web qui fait du développement sur Internet. Et Kappa Entreprise qui produit du film d'entreprise. Donc c'est une grosse maison qui avait des moyens techniques historiques qui étaient basés au Perret-en-Yvelines, des gros studios de production, et à Boulogne, qui les a toujours, et qui a ouvert l'année dernière un studio ici, en plus des studios de Plus belle la vie qui sont dans le pôle média depuis plus de 10 ans déjà, un studio de 500 mètres carrés qui a été orienté vers quelque chose de dédié à la nouvelle production virtuelle, c'est-à-dire la production qui intègre des décors virtuels ou des personnages virtuels, ou des accessoires virtuels sur le plateau. Donc en gros, ce n'est rien de plus qu'un plateau avec un énorme fond vert, mais c'est un plateau qui est destiné à accueillir des productions très innovantes. Donc nous, on doit du coup arriver très en amont au sein des productions pour les aider à mettre en place des technologies qui vont les aider à produire du contenu innovant. Donc ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire qu'avant, les prestataires techniques arrivaient très à la fin d'une production pour répondre à des besoins très précis. Aujourd'hui, on est plus inclus dans le processus de création. Donc en termes de moyens humains aussi, ça change la donne, c'est-à-dire qu'avant, un technicien qui s'occupait de l'éclairage, il arrivait vraiment juste la veille du tournage pour préparer l'éclairage. Là, maintenant, on est obligé de discuter avec lui dès l'écriture du projet pour savoir exactement est-ce qu'on va avoir besoin d'un éclairage spécial parce qu'on tourne sur un fond vert et que le décor, il va être intégré en simultané, mais uniquement sur des écrans de prévisualisation. Est-ce qu'il faut un éclairage spécial ou pas? Donc ça change vraiment la donne. Et ce qu'on ressent aujourd'hui en termes de besoins en main-d'œuvre, c'est des gens qui sont ouverts, qui n'ont pas peur de changer. Par exemple, je prends un exemple typique, les décorateurs, ceux qui fabriquaient les décors historiquement, sont des gens qui travaillent le bois, des menuisiers. Là, aujourd'hui, on est en train de faire évoluer un petit peu leur métier. Ils ont très peur parce qu'on arrive avec des décors numériques et qu'ils ont l'impression que leur métier va disparaître, mais en fait, pas du tout. Il va juste changer parce qu'il y aura toujours besoin de décors et d'accessoires et qu'on ne peut pas tourner dans une boîte entièrement verte, ou alors ça ressemble à des films au budget hollywoodien comme Le Livre de la Jungle, qui a été tourné entièrement dans une boîte toute bleue.
Mais là, c'est vraiment un cas très spécifique et des films comme ça, je pense qu'il y en a une fois tous les 5 ans. Ça risque de se développer, mais c'est pas encore très présent. Donc voilà, c'est plutôt, il faut trouver des gens qui ont l'esprit assez ouvert pour comprendre que leur métier est en train de muter. Donc on recherche des profils comme ceux-ci. C'est pas forcément des jeunes, ça peut être des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sentent que le métier change et qu'il faut justement aller se former, faire des tournages différents, faire des tournages peut-être un peu plus petits, des pilotes sur des choses très innovantes pour pouvoir appréhender cette technologie et après l'intégrer sur des gros tournages de fiction de quotidienne ou de fiction ou de film. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, on avait envie de revenir avec Iliane sur justement votre besoin en termes de profil disponible sur Aix. Vous avez cité effectivement pardon, excusez-moi. Quelle horreur. Je me suis vendue. Vous savez où j'habite du coup. Ilan me disait qu'au-delà des ébénistes, vous aviez des profils très particuliers, justement alliés à la fois en expertise, en créatif, liés aussi à votre contenu. Et on parle notamment de cascadeurs, c'est ça, Ilan ? Oui, alors c'est vrai que j'ai fait peut-être un focus sur les constructeurs parce que c'est un petit peu plus mon quotidien en ce moment parce qu'on a des gros projets, donc c'est vraiment sur ça qu'on focalise. Mais aujourd'hui, on a besoin de tout type, donc que ce soit donc, des cascadeurs. Aujourd'hui, même si avec les effets spéciaux, on arrive à refaire beaucoup de choses, mais les cascades physiques et les cascades mécaniques réelles ont encore une grosse place dans les films. Donc aujourd'hui, on a besoin, donc on a créé une école qui s'appelle Provence Action, où on forme donc des acteurs à la cascade physique et la cascade mécanique, c'est-à-dire tout simplement comment recevoir une gifle, ça s'apprend. Aujourd'hui, avant ça s'apprenait dans les écoles maintenant ça s'apprend plus forcément dans les écoles d'acteurs. Donc nous on essaie de compenser ça et aujourd'hui ça devient assez compliqué. Donc on a des régleurs de cascade, on a Hervé Descalions qui est là, qui règle beaucoup de cascades sur la région. Il règle d'ailleurs des cascades sur Plus belle la vie. Il y a des cascades sur Plus belle la vie aussi. Il y a des gifles, il y a des chutes en moto, il y a plein de trucs sur Camping Paradis, sur la série Nos Limites, sur la série Marseille, etc. Donc il y a vraiment besoin, et on le voit pas forcément, mais il y a cette école de cascade. Ensuite, on a développé donc il y a une autre école qui s'est installée chez nous qui s'appelle Cinémagis, qui développe, qui forme aussi. Donc alors c'est sur 3 ans, ils ont 2 années de tronc commun et 1 année de spécialisation. Donc ça c'est plutôt pour former donc des scénaristes, des réalisateurs. Bon, il y a tout un panel. Et c'est vrai que c'est vraiment très, 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 très important d'avoir ce volet formation. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui étaient dans d'autres régions qui viennent s'installer ici. Donc ça, c'est déjà une chance. Mais il faut aussi qu'on essaye de développer les compétences locales. On a vraiment beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ces métiers-là. Et par exemple, je vous donne un exemple. Sur Cinémagis, ils ont fait une session. Là, ils ont sélectionné une 20aine de candidats. La demande, il y a eu 650 personnes qui voulaient rentrer dans cet univers-là. Donc c'est vrai qu'en région, c'est pas toujours facile d'essayer de trouver les bonnes filières. Il y a plein d'écoles, hein. Il y a IES, il y en a, je ne citerai pas toutes, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux. Et aujourd'hui, il y a vraiment des profils de tout type. Moi, je reviendrai un petit peu aussi sur les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je pense que l'avenir de nos métiers passe par les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les compétences. On en a, mais il n'y en a pas assez locales pour faire des gros films avec des fonds verts ou des fonds bleus, de la VR. Mais je pense que Mathieu pourra nous le dire un peu plus. Et je pense que là, il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça qui pourra aujourd'hui nous permettre de redevenir compétitifs sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui, on parle de marché international. On a en concurrence aujourd'hui un film qui se produit, un film français, qui cherche des solutions de tournage, consulte des studios français, mais consulte aussi les studios des pays. Merci. Je voulais pas les citer, je voulais pas leur faire de pub. Les studios bulgares, mais aussi même des fois des contrées beaucoup plus lointaines. Hein. Il y a beaucoup, par exemple, de choses qui se passent en Afrique du Sud. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement le coût de la construction, lorsqu'il y a des très gros décors, le coût de la construction en France avec nos charges sociales est relativement élevé. Donc aujourd'hui, avec l'effet numérique, je pense qu'on peut réduire un petit peu ça et redevenir un petit peu plus compétitif en essayant de créer des choses un petit peu nouvelles.
Marianne, Olivier, Mathieu, vous avez beaucoup parlé de nouvelles technologies, de fonds verts. On est au cœur de ces journées Made in Job sur le numérique. Il serait intéressant de voir au travers des nouvelles productions que tu as réalisées, Mathieu, par exemple, en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est un des grands enjeux de l'année qui vient. Même si c'est déjà le cas, on vient d'en parler avec le tourisme, avec la compagnie du Ponant qui a déjà fait des films en réalité virtuelle, donc ça diffuse dans tous les secteurs d'activité et tu as eu plusieurs expériences, donc avec des profils, des besoins en technicité complètement différents par rapport à une réalisation normale. Dis-nous en plus. Alors, oui, c'est sûr que oui, les nouvelles technologies, c'est important. Oui, c'est la clé. Maintenant, basiquement, notre métier, c'est quand même de raconter des histoires. Et donc, les gens, moi, que je cherche, c'est quand même des gens qui ont des idées et qui sont capables d'accompagner, diriger des projets à forte teneur en haute technologie. Après, sur les talents qui les mettent en œuvre, moi, je pense qu'il y en a plein. Je pense qu'aujourd'hui, la beauté de notre monde, c'est qu'on est tous connectés. Donc on est sur un projet d'émission en motion capture temps réel. La personne qui nous règle ça, c'est un mec qui s'appelle Isaac, qui vit à Los Angeles et qui vient, et on fait des Skype et il vient nous voir. Donc moi, ce que je pense, c'est que sur ces questions de réalité virtuelle, réalité augmentée, il faut surtout des gens je reprends un peu ce que disait Marianne, je pense qu'il faut des gens qui soient très ouverts au changement, qui soient capables, qui soient très curieux. Je pense que le voyage est la clé. On était au SXSW à Austin l'année dernière, ça a été formidable en termes d'apprentissage. Aujourd'hui, on voyage énormément dans le monde pour essayer de trouver ce que font les autres équipes. Et après, nous, on essaye de reproduire ça. Aujourd'hui, le marché des talents, c'est un marché qui est mondial. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut forcément les abriter chez nous. Ce que je pense, c'est qu'il faut être capable de leur parler. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens qui soient ici connaissent ces technos, soient capables de les diriger et soient capables de les transformer et de les vendre. Et après, plus on en aura, plus on pourra former des gens ici. Mais moi, je pense que dans le point numéro 1, je pense que la collaboration et le fait de savoir que voilà ce qui existe, voilà ce qu'on peut faire, c'est important. On a fait, nous, pour France Télévisions, la captation du Festival d'Avignon en réalité virtuelle avec une application qui a très bien marché. Et on a un client américain qui s'appelle Dole, qui est le plus gros producteur mondial de fruits. On a fait toute une application en réalité virtuelle qui présente leur reproduction en Amérique centrale avec un tournage de plusieurs semaines en Amérique centrale et puis 42 points d'interaction. On a tout encodé. La fierté sur ce projet-là, c'est qu'on a tout fait avec des talents ici. Avec donc des codeurs, donc on a besoin de codeurs sur Unity, on a besoin de personnes ce qu'on appelle des stitchers, donc des gens qui soient capables d'assembler des rushs VR. On a besoin de plein de gens, mais basiquement on a surtout besoin de gens qui soient capables d'imaginer des projets en nouvelles technologies. Et ça peut être n'importe lequel d'entre vous, du moment qu'il ait l'envie de le faire, du moment qu'il soit ouvert au voyage. Et un truc qui manque cruellement ici, et vraiment à chaque fois je me marre quand je reçois des gens, la maîtrise des langues étrangères. L'anglais marseillais, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Et on le dira jamais assez, c'est vraiment la clé pour moi de l'économie du contenu demain. Parler plusieurs langues. Demain, nous, tous les jours, on travaille avec des talents qui viennent de pays différents. C'est pas une fois par mois, c'est tous les jours. Il faut maîtriser ça. Et voilà. Et les talents, ça va très vite. On parlait tout à l'heure des Bulgares. Moi, il y a le MIPCOM qui se tient la semaine prochaine. J'ai reçu des dizaines de mails de studios. Et c'est incroyable, les mecs, comme ils vont vite. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en réalité augmentée sur des points de contrôle technologique hyper forts. Et voilà, ils sont perdus à l'autre bout du monde. Mais voilà, ils parlent plusieurs langues. Ils vous écrivent dans votre langue. Ils vous expliquent ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà. Moi, je pense ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, à Marseille, on peut être au cœur du monde. L'important, c'est déjà de le vouloir. L'important, c'est de se projeter sur un marché mondial de création, un marché mondial de talent. Pour ça, il faut des gens qui imaginent, il faut des gens qui maîtrisent des langues, y compris quand on est chef op, y compris quand on est codeur. Je pense que c'est vraiment crucial. Très bien,
Merci. Bon, c'est très vrai. Si on va essayer de mettre un petit challenge de conférence en anglais, peut-être la prochaine fois, Ilan. Qu'en pensez-vous? Alors, Mathieu, Olivier, vous nous parliez justement que ces nouvelles technologies, ce sont des facteurs de compétitivité hyper importants parce que vous êtes sur des marchés internationaux. On reparle là effectivement de, ça va sans le dire, mais que c'est tellement mieux ici. Effectivement, on est peut-être un petit peu en retard sur cet apprentissage de langue. J'avais envie de dire même au niveau de la France et pas seulement de Marseille et Aix. On parle de motion capture, on parle effectivement de réalité augmentée. Toutes ces nouvelles technologies qui nous tirent, en fait, on se rend compte que rien ne se fait sans l'humain. Et justement, il y a un grand bouleversement et des technologies, mais en face aussi des métiers et des gens. Et il y a une étude très intéressante dont Ilan peut nous parler aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que justement, il y a une étude sur des nouveaux métiers et justement sur des nouveaux profils. Je pense que ça serait intéressant que tu nous expliques, nous dévoiles le dessous de cette étude. Alors, notre cluster anime plusieurs actions, autant les voyages aux États-Unis avec nos membres pour leur faire découvrir la réalité virtuelle et puis ils ont l'anglais, mais l'anglais ils maîtrisaient avant et leur permettre en l'espace de 1 mois de réaliser, de trouver des financements et de diffuser à large audience. Donc ça prouve que les voyages, tu l'as redit, sont importants pour notre écosystème. Mais on s'attache aussi à des faits. On a conduit l'année dernière avec la Maison de l'Emploi, la Directe, sur le bassin marseillais, en attendant de développer cette étude sur l'ensemble de la région, une analyse quantitative des métiers, des performances économiques également sur ce secteur des industries créatives. 3 milliards d'euros sur la région de revenus générés par an, 15 000 emplois, 12 000 établissements. Et cette étude sur Marseille s'est concentrée sur 600 entreprises avec des interviews, des questionnaires en ligne et on a vu apparaître des éléments très intéressants. On a mixé 2 publics, les publics de la création pure, qu'elle soit audiovisuelle, design, web, numérique, jeux vidéo et les services informatiques. Donc le mariage des deux trouve toute sa place aujourd'hui ici à Made in Job. On s'est aperçu que 2 profils étaient en train d'émerger, 2 recherches assez prégnantes, et ça rejoint finalement ce que viennent de nous dire nos invités. C'est le premier, c'est le créatif développeur. Un développeur qui code toute la journée n'a de valeur que s'il est en capacité aussi de créer des interfaces, créer du design, créer des produits, raconter des histoires, qu'il le transforme en code ou qu'il l'écrive sur un bout de papier, il doit avoir cette capacité à créer pour être beaucoup plus à l'écoute d'une équipe, à l'écoute du marché, à l'écoute des donneurs d'ordre et des usages des consommateurs que nous sommes tous. Aujourd'hui, on ne peut imaginer une application sur mobile qui aurait une ergonomie avec des gros boutons rouges sur fond vert, etc. Donc l'ergonomie, ça en fait partie, mais le taux de réactivité, l'interfaçage avec des serveurs, etc. Mais tout ça, c'est toujours pour raconter une histoire, comme le disait Mathieu. Il y a un autre profil qui est extrêmement recherché et qui croise tous les secteurs pour le coup, c'est le commercial communicant. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'industrie lourde, dans les services, nous avons besoin, et c'est l'étude qui nous le confirme, de commerciaux qui soient en capacité de communiquer sur les réseaux sociaux, qui soient capables de donner leur avis et leur retour d'expérience client, qui soient en B2B ou en B2C, auprès d'acteurs de la communication. C'est ce qui se passe tous les jours dans notre écosystème où la relation entre des donneurs d'ordre, qu'ils soient industriels, que ce soit des chaînes de télé, des diffuseurs digitaux pour adresser un marché, c'est cet échange permanent entre l'envie de raconter une histoire, l'envie de promouvoir un produit ou une œuvre et le retour d'expérience des usagers. Voilà, toutes ces informations sont sur notre site internet www.primi.pro. Merci.
Moi, j'aimerais bien redonner la parole à Marianne, qu'on a peut-être même un tout petit peu moins entendu pour l'instant que ces messieurs, donc je défends la solidarité féminine, justement pour savoir si vous avez envie de rebondir sur cette étude et savoir justement quels sont peut-être les profils qui sont pour vous clés, importants demain. Vous avez parlé effectivement de créatifs, de capacité à se projeter, de raconter des histoires. Vous avez peut-être par rapport à la spécificité de Newen Studio encore des profils peut-être encore méconnus justement de notre auditoire et qui sera intéressant à présenter ici. Alors, pour ce qui est de Newen Studio c'est le groupe entier. Donc je peux parler au nom du groupe, mais je le représente quand même pas. Cela étant, je sais qu'eux cherchent très fortement des créatifs avec des projets innovants pour la télévision, quel qu'il soit, tout format. Donc mine de rien, on a beau se dire un grand groupe a tout ce qu'il faut en interne et est à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. Certes, ils ont quand même du mal à trouver des projets. Et donc, ils sont tout le temps à l'affût de nouvelles idées pour la télévision, parce que la télévision est quand même en train de changer profondément. Donc voilà, il y a quand même ici en région un terreau de gens très créatifs qui n'osent peut-être pas aller au bout et aller porter un projet dans un grand groupe, par exemple. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses, moi en arrivant ici, je viens de Paris, mais en arrivant ici, j'ai rencontré des gens qui avaient des projets juste géniaux. Et qui était en plus affranchi un petit peu de cet auto-bridage que se mettent souvent les créatifs maintenant qui travaillent depuis très longtemps avec la télévision. À force d'avoir eu des contraintes, ils n'arrivent plus à en sortir. Alors que quelqu'un qui n'en a jamais fait va peut-être sortir des idées absolument géniales et totalement innovantes parce qu'il ne se rend juste pas compte de ce que ça représente en termes de production derrière. Mais le fait de le créer, rien que ça, c'est pour un producteur, c'est très important. Donc ça, c'est un premier point. Après, d'un point de vue tournage, donc, puisque je dirige un plateau de tournage, donc là, très clairement, moi, je commence à avoir des projets qui arrivent pour tourner sur ce plateau qui est ici. Donc, j'ai des besoins typiques de régisseurs, de chefs électro, de directeurs de production, de directeurs de plateau, de chef-op parfois, d'accessoiristes beaucoup, voilà, très clairement. Et ça, ce sont des besoins récurrents. Alors ici, on a la chance au pôle Média Belle de Mai d'avoir un gros vivier, puisqu'il y a quand même 150 personnes qui travaillent toutes les semaines sur le Plus belle la vie. Et c'est un vivier qui tourne, donc ça représente à peu près 400 personnes par an. Donc il y a une grosse base de données avec beaucoup de gens qui sont disponibles. Mais il y a quand même toujours des besoins. Et puis je sais que chez Olivier, il y en a aussi des besoins très forts. Et dès qu'il y a une production qui arrive, ça grossit du jour au lendemain, donc il faut être très réactif. Et il y a un troisième point que j'aimerais aborder, dont on ne parle pas souvent, mais donc une fois que le projet a été créé, une fois qu'il a été tourné, ensuite il faut le monter et le post-produire. Et dans la région, c'est très clairement un gros trou. Il n'y a presque pas de sociétés qui font ça. Et il n'y a presque pas de gens non plus qui font ça. Donc qu'est-ce qu'ils font en général, ceux qui ont envie de faire ça comme métier, de la post-production, du montage son, du montage image, des effets spéciaux, ils vont tous à Paris. Alors c'est très bien, comme ça ils peuvent se former. Mais après, ce serait bien qu'ils reviennent un peu voir ce qui se passe ici, parce qu'il y a des gros projets qui arrivent et que ce serait très très bien de pouvoir garder cette partie-là aussi sur le sol français. Souvent, ça repart aussi en Angleterre ou aux États-Unis sur des projets internationaux. Ce sont des dépenses qui peuvent déclencher des crédits d'impôt nationaux ou internationaux très importants. Donc c'est vraiment un point sur lequel ce serait intéressant de se pencher au niveau de la formation ici. Et puis au niveau des intervenants, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont formés, qui sont marseillais de naissance, ou aixois, ou de la région en tout cas, et qui sont partis travailler à Paris. Ce serait peut-être bien de faire quelque chose autour de ce thème pour leur dire qu'il y a maintenant du travail ici aussi. Ouais, je veux juste... Oui, je te prends le micro, Hélène, je te prends le micro. Tu ne parleras pas. C'est ça. Non, moi je veux rebondir sur ce que dit Marianne, c'est crucial ce qu'elle dit, c'est complètement vrai. C'est d'autant plus énervant que les meilleures écoles de post-production sont françaises.
on se fait en anime, en 3D, on se fait piquer tous nos talents. Ils sont ici, ils sont dans le coin et ils partent. Donc nous, on veut dire, voilà, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'amener ici, non pas de la prod exécutive, mais de la prod originale. Ici, on veut garder les productions, on veut les développer, on veut les post-produire ici. Donc voilà, avis aux talents qui font ces écoles-là, venez nous voir, on a des projets dont on veut vous parler. Juste pour compléter puis donner vraiment toutes les informations sur ces métiers de la post-production et des effets spéciaux, puisque certains d'entre vous ne connaissent pas forcément tous les tenants de ces compétences. Donc on parle aussi bien d'utilisateurs de logiciels qui vont utiliser des logiciels métiers très pointus. On parle de logiciels qui ont été développés à l'origine pour l'industrie lourde, avec de la modélisation 3D, etc. On passe aujourd'hui avec des outils plus démocratiques, plus grand public, mais qui nécessitent néanmoins énormément de compétences en usage. Par ailleurs, ces outils ne peuvent pas tout faire. On a besoin d'une multitude d'outils pour répondre à un besoin d'effets spéciaux, de montage, etc. Donc il faut avoir des capacités, et c'est de plus en plus recherché, à coder dans ces logiciels, à ajouter des modules. Donc on est purement dans ce secteur, dans les métiers de l'informatique, mais pas que, puisqu'il y a toujours une part de création, de sensibilité. On raconte une histoire, mettre tel effet spécial dans un plan plutôt qu'un autre, c'est de l'artistique. Faire une animation 3D, c'est de l'artistique, puisqu'on est dans l'image, on est dans le mouvement. Au-delà de ces logiciels et de ces capacités et besoins informatiques, il y a aussi toute l'infrastructure. Et on insiste là-dessus parce qu'on parle souvent des tuyaux et des infrastructures comme le nerf de la guerre. Oui, encore faut-il mettre des contenus dans les tuyaux pour que les tuyaux et la fibre optique servent à quelque chose chez vous. Et sur les métiers de la production, on a également besoin de compétences en termes de B de brassage, B de rendu, avec du traitement calcul automatisé pour générer tous ces effets spéciaux qui demandent énormément de calcul. Donc des profils aussi très spécialisés dans les réseaux, dans les traitements informatiques pour calculer tous ces éléments. Donc voilà un petit focus sur les métiers des effets spéciaux de la post-production, aussi bien créatifs, aussi bien utilisateurs de logiciels, que les couches réseau, les couches infra qui sont absolument nécessaires. Et puis, Olivier, tu peux peut-être nous parler de... Voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger du côté de Martigues à ce niveau-là. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler encore. Pas trop, hein. Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des grosses productions nationales qui commencent à s'intéresser, parce qu'aujourd'hui, les productions nationales, lorsqu'elles avaient un gros projet, elles restaient focalisées région parisienne ou étranger. Et maintenant, ils commencent vraiment à venir nous questionner, à regarder quel est le tissu, et les premières questions qu'ils posent, c'est très clairement: quel est votre tissu? Parce qu'aujourd'hui, un studio au milieu de nulle part, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas tous les outils de post-production, de traitement des rushs, etc., très clairement, ça ne les intéresse pas. Ils font des opérations commando, ils viennent prendre quelques images de la mer, de Marseille, etc., et puis ils repartent tourner en studio à Paris. Donc aujourd'hui, il y a des gros projets. On est vraiment une terre qui, à mon avis, a toutes les caractéristiques techniques pour accueillir et augmenter sa capacité de création. Alors je sais que les créations originales, c'est vraiment, on partage la même envie de créer ici et ne pas être qu'en production exécutive, c'est-à-dire avoir des contenus qui viennent de l'étranger qui se produisent ici, même si on aime bien ça parce que ça nous fait vivre. Mais aujourd'hui, très clairement, je pense qu'on a tous les outils. Le seul truc, je pense qu'il faut juste oser. Alors les gens me disent: mais pourquoi vous avez reconverti Je viens d'un autre métier, je viens de la logistique il y a quelques années, et j'ai pris le risque d'arrêter la logistique, arrêter le métier que j'ai fait pendant 20 ans pour rentrer dans un métier de l'audiovisuel parce que j'y crois.
Et à partir du moment où j'y crois, j'ai cette chance-là de pouvoir prendre ce risque-là. C'est un énorme risque, un énorme risque personnel que nous prenons, mais j'y crois et on a vraiment changé de modèle économique parce qu'à un moment, de toute façon, les entreprises vieillissent mal de manière générale en France. Donc à un moment, il faut faire une rupture. Et cette rupture que j'ai fait moi sur mon plan de carrière, je la vois au niveau des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a vraiment une rupture au niveau de la production. Et d'ailleurs, vous parlez tout le temps de post-production. Je pense qu'il faudra inventer un autre mot parce qu'aujourd'hui, la post-production, elle arrive souvent avant la production. C'est ce que disait Marianne tout à l'heure. Les choses se prévoient longtemps à l'avance et même des fois avant l'écriture en disant mais regardez, on est capable de vous faire ça, ça, ça et ça. Donc Mathieu, il est producteur, donc s'il crée les contenus et nous, en fait, on est support, on l'aide à développer ses contenus et en fait, on va essayer de temps en temps de lui dire mais attention, on est capable de faire ça. Là, par exemple, on a une web-série américaine qui veut venir tourner chez nous. On lui fait quelque chose d'un peu, on va dire, anachronique. C'est-à-dire, on va recevoir les scénaristes et on va lui dire, regardez, nous, on aimerait faire ça au niveau des cascades, par exemple. On aimerait changer, on aimerait faire des trucs un peu bizarres. Et donc, on propose au scénariste et le scénariste va écrire. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les scénaristes, ils écrivent dans une tour d'ivoire. Et puis, au moment de mettre en application, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne trouve pas les moyens, on ne trouve pas les lieux, etc. Et là, on essaie d'inverser un petit peu la chose en disant, venez sur le terrain, venez, on vous montre plein de lieux. Donc, ça, c'est les repères tours. Et ensuite, on leur fait rencontrer des équipes techniques en leur disant, regardez ce qu'on est capable de faire ici techniquement. On est capable d'être un peu novateur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un petit peu ce que disait Marianne tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les gens qui travaillent en région parisienne, ils sont un peu formatés, ils ont du mal à sortir de ce cadre-là. Nous, de cadre, on n'en a jamais eu. Donc, on est capable de faire des trucs et les gens ils disent, mais vous êtes fous. Oui, et on le revendique et on a envie d'être encore plus. Merci. Nous avez fait beaucoup rêver là sur du cinéma, des thèmes. Oui, mais justement, ce que je voudrais, c'est peut-être redemander à Mathieu aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de clients plutôt dans le marché corporate qui sont aussi très intéressants. Et là, pour le coup, où on a une vraie nécessité d'être en capacité de leur montrer à l'avance ce dont vous êtes capable pour leur donner, peut-être déclencher des envies et des choses. Est-ce que Mathieu, vous pouvez nous expliquer un petit peu ça du coup? Parce qu'il y a plein d'intervenants, là, le technicien, le créatif, le commercial. Il faut arriver à animer toute cette équipe-là. Alors, moi, je ne crois pas du tout à la frontière entre film corporate et film télé. Et d'ailleurs, chez nous, on ne se l'applique pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je pense que, par exemple, on vient de faire un documentaire sur le plus grand tunnel du monde à Hong Kong. On est parti 3 semaines à Hong Kong, à 60 mètres sous la mer, avec des caméras très spéciales qui permettaient de gérer cette humidité-là. Bon, bah voilà, c'était pour le groupe Bouygues. C'est un format de 26 minutes avec un étalonnage incroyable. Ça aurait très bien pu passer en télé. Et voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les talents avec lesquels on travaille, on travaille aussi bien d'un côté que de l'autre. Moi, je crois que le corporate, c'est formidable parce que ce qui est super chouette avec le corporate, c'est que vous avez tout de suite un financement. Et c'est très con, mais vous passez pas 3 ans à vous battre avec le CNC, avec plein de modèles économiques pour enfin arriver à produire. Et moi, je crois que c'est ça qu'on essaye, nous, d'amener en production télé. C'est-à-dire, vous savez quoi, dès le départ, on vous prouve qu'on est capable de faire quelque chose et on tourne dès le départ. Et ça, je crois que c'est un énorme avantage. Je pense que, et là, je rebondis sur ce que disait Olivier, je pense que c'est une des forces qu'on peut avoir en région, c'est qu'on est beaucoup plus proche entre nous que ce qu'on est à Paris où tout le monde se tire dans les pattes. Je pense qu'on peut gagner tous ensemble. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, par exemple, on est en train de développer des projets ensemble avec Marianne, dès le départ, on intègre effectivement la potentialité du studio. Ça n'arrive pas à un moment donné de la discussion, c'est à l'origine de la discussion. Donc effectivement, moi ce que je pense, c'est que ce soit pour le corps, que ce soit pour la télé, aujourd'hui, l'économie qui est en train d'arriver, c'est l'économie de la création, c'est l'économie de la créativité. Ça représente énormément d'argent. Cette économie-là, si on veut la gagner, il faut qu'on soit sur des projets innovants. Innovant, c'est pas forcément une nouvelle technologie. Innovant, ça peut être une innovation en termes éditorial. Ça peut être une innovation en termes de format. Voilà, exactement. Donc, ça peut être plein de choses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour y arriver, il faut, être dans le management de projets complexes, c'est-à-dire arriver à travailler à plusieurs. Je dis ça parce que très souvent, dans ce métier-là, les gens travaillent chacun de leur côté. Moi, je crois que de plus en plus, il faut ouvrir les choses et bousculer un peu ces habitudes-là. Il faut avoir, comme le disait Olivier tout à l'heure, de l'audace et prendre conscience qu'on est un territoire riche et qu'on peut travailler
partout sur des très gros projets avec nos petits moyens, nous. Voilà. Nous, un de nos plus gros clients, et c'est un client américain qui s'appelle Dole, plus gros producteur mondial de fruits. On l'a rencontré en Afrique du Sud sur un tournage pour la Fondation Nelson Mandela. C'est, voilà, ce que je veux dire, et c'est juste parce qu'à un moment donné, on est parti en Afrique du Sud, on a pris ce pari-là sur un autre projet. Ce que je veux dire, c'est que dès que vous commencez à ouvrir un peu les chakras et à dire pourquoi je ne ferais pas ça, souvent ça rebondit et on arrive à plein de projets. Moi, je pense que l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est moins formaté qu'ailleurs. On a moins de pression qu'ailleurs. Il faut s'en servir comme d'une force et ne pas hésiter à proposer plein de projets. On va conclure cette session en vous rappelant, et puis en appelant des questions, en vous rappelant que les métiers de la création touchent aussi le tourisme, l'applicatif, les jeux vidéo, donc l'IT, les infrastructures, le digital sont au plein cœur de nos filières. Vous aviez un aperçu de l'ensemble de l'écosystème qu'on représente, nous, le cluster Primi. Je résume la question pour l'enregistrement. Pourquoi, plutôt que de répondre à des besoins en termes de post-production, FX, etc., par la création d'une école et attendre que les gens soient formés pour les impliquer dans les métiers, etc. J'espère que je résume bien. Pourquoi ne pas monter directement des collaborations entre industriels et formation pour tout de suite passer sur un nouveau modèle de l'apprentissage? Alors moi, j'aurais qu'une seule réponse, c'est qu'on fait ça tout le temps. La semaine dernière, vous aviez ici 20 personnes qui étaient formées par le cluster Primi avec des pointures internationales sur l'AVR et le 360 degrés. Il faut défendre cette économie créative, j'aimerais dire, devant l'ensemble des partenaires publics pour pouvoir donner les moyens de créer encore plus de formations. Et nous sommes impliqués dans énormément de cursus formation. Nous portons même un campus des métiers et qualifications des industries créatives qui va faire le lien entre les formations privées, les formations publiques et la sphère entrepreneuriale, avec de nouveaux systèmes de mise en relation et un nouvel accompagnement. Mais le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Mais on va trouver des solutions. On y travaille tous les jours. Oui. Et alors, comme vous avez cité Plus belle la vie, quand même, je vous répondrai que Plus belle la vie le fait. Depuis 10 ans, en fait, ils ont dû former plus d'intermittents sur tous les corps de métier que n'importe quelle école de cinéma. Et donc, il y a des stagiaires, il y a des gens qui sont en alternance et qui travaillent sur la post-production de Plus belle la vie. La chance de Plus belle la vie, c'est que c'est une quotidienne. Donc, tous les jours, ils livrent l'équivalent de 26 minutes d'un épisode, tous les jours. Donc, il y a vraiment du travail toute l'année. Ils tournent 260 jours par an. Enfin, 260 épisodes sont livrés par an, pardon, et tournent tous les jours de l'année. Il n'y a quasiment pas de pause, sauf entre Noël et le 1er de l'an. Donc, en fait, c'est une école à part entière. Mais ce sont des modèles qui sont trop sporadiques. Plus belle la vie, c'est une série comme ça dans toute la France. Donc, j'espère qu'il y en aura prochainement d'autres. Parce que ça va forcément, le modèle va se répliquer, mais ça ne me permet pas de répondre à d'autres besoins extérieurs. Plus belle la vie forme pour Plus belle la vie, forme pas pour que les intermittents aillent ensuite travailler chez un concurrent. Donc ça ne peut pas fonctionner, ça. Moi, je comprends bien le modèle, mais d'ailleurs, c'est en réflexion, même chez nous dans le groupe, de former des gens sur des besoins très précis, mais bien sûr qu'ils participeront, ils le font déjà de manière très forte, mais ça ne répond pas à un besoin sur un tournage de publicité ponctuel qui va durer 2 jours. Je ne peux pas passer 1 an à former quelqu'un qui va travailler 2 jours, en fait. Donc, on ne peut pas absorber une quantité de formation assez grosse pour répondre à tous les besoins. Voilà. Juste pour répondre à ça, on est complètement là-dedans. Nous, par exemple, sur ce métier complètement nouveau qui s'appelle Stitcher, donc en gros, les personnes qui vont créer le dimensionnement à 360 degrés sur des rushs, c'est un jeune qu'on a en apprentissage. On a 3 jeunes en apprentissage du master transmédia de Sciences Po Grenoble. Et ça faisait 3 mois qu'il était là. Il est parti au Honduras avec une énorme équipe alors qu'il était en stage chez nous. Il a fait le Stitch et là il termine sa formation. On le reprend en janvier, cette fois-ci en CDI. Et entre-temps, il a rencontré le mec qui s'occupe de la 360 chez Orange. Il a montré ce qu'il avait fait et là il est en train de développer un truc dans sa propre école lié au 360. Ça nous arrive tous les jours. Aujourd'hui, on est en train de monter une
une masterclass Black Euphoria chez Ingé Media pour faire un 48 heures film project avec toute une promotion. Donc le mélange de la formation des écoles et de l'entreprise, c'est la clé dans l'industrie de la création, c'est sûr. Merci beaucoup. On entend parler d'innovation, d'adaptabilité, d'ouverture de chakra. J'imagine que vous auriez envie de les écouter encore très longtemps, mais on va devoir rendre l'antenne parce qu'on aura l'autre conférence derrière. Merci beaucoup Olivier, Marianne et Mathieu. Iliane aussi, s'il y avait un contenu intéressant sur l'étude. Je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour l'autre conférence qui va être sur le thème de la production de la DSI au service des utilisateurs et du fonctionnel et l'évolution du rôle dans les projets applicatifs. Merci beaucoup.